Bonjour à tous, je suis vraiment honoré de parler dans ce lieu si spécial et au sein de cet événement aussi si spécial. C'est un grand honneur pour le domaine de Chantilly d'être l'invité du château de Fontainebleau. Nous avons tellement de liens entre nous. Et c'est vrai que nous venons d'ouvrir cette grande exposition au domaine de Chantilly qui s'appelle La Joconde nue, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, qui permet en effet de tisser et de rappeler les liens qui existent entre nos deux institutions et entre l'histoire des deux collections. Alors vous connaissez le château de Chantilly et son histoire, et notamment celle de son grand donateur, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, cinquième fils du roi Louis-Philippe, qui a réuni l'une des plus belles collections d'art ancien en France. Et parmi cette collection, beaucoup de peintures, de dessins, figure ce grand dessin, un carton préparatoire qui s'appelle La Joconde nue. Alors, ce dessin n'est pas inconnu, ce n'est pas une redécouverte. Il a été acheté en 1862 par le duc d'Aumale pour la somme importante de 7000 francs, à une époque où ce carton, qui provenait de Rome au milieu du XIXe siècle, était proposé à la vente au Louvre. C'est un certain monsieur Thibault qui le proposait, et le Louvre n'avait pas d'argent à cette époque-là, déjà. Et le conservateur du Louvre, monsieur Rézé, s'est donc tourné vers le plus grand collectionneur français du temps, Henri d'Orléans, duc d'Aumale, pour que ce dessin demeure en main française. Il y a eu beaucoup de négociations. Le British Museum était aussi sur les rangs. Et finalement, le duc d'Aumale l'a emporté. Alors, ce dessin est un carton préparatoire, on y reviendra, à un tableau. Et à cette époque-là, il était dit être préparatoire au tableau de la Joconde nue, conservé à l'Ermitage, un tableau qui était attribué à Léonard. Et donc, a fortiori, ce dessin, lui aussi, a été attribué à Léonard. Et puis, dès la mort du duc d'Aumale et au début du XXe siècle, vers 1900, Berenson émet les premiers doutes sur l'authenticité de ce carton. Non, c'est vrai on est un peu perdu face à lui. C'est donc un dessin de très grande taille, qui est à la taille du tableau définitif, 74 cm de haut sur 56 de large. Qui trouble. On est ici devant un modèle qui est entre le masculin et le féminin, un modèle qui n'est pas la Joconde du Louvre, mais qui reprend la position de la Joconde du Louvre, avec un dessin, un carton très abîmé. Vous avez tout le badigeon, on y reviendra, à l'arrière-plan qui n'est pas contemporain, donc un dessin usé, abîmé, devant lequel on se sent tout d'abord mal à l'aise. Moi, la première fois que je l'ai vu, quand j'ai pris mes fonctions en 2015, c'est vrai c'est pas un dessin évident. C'est un dessin où qu'il faut apprendre à aimer en quelque sorte. Et donc, c'est un peu la réaction de certains historiens de l'art au cours du XXe siècle. Et là, on revient sur le connoisseurship, c'est-à-dire que il y a eu des disputes entre spécialistes pour essayer d'attribuer ce carton. Donc on a dit que c'était dû à un élève, c'était dû à l'atelier, c'était dû à l'école, c'était dû à peut-être même un artiste du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et puis quand même régulièrement, des grands spécialistes de Léonard ont écrit que ce carton était dû à lui-même. Jusqu'en 2016, Martin Kemp, qui est l'un des grands spécialistes de Léonard, a publié La Joconde nue de Chantilly comme un Léonard. Et donc voilà où nous en étions en 2016. Donc finalement une querelle de spécialistes, une querelle d'œil, comme on dit, c'est-à-dire de connaisseurs. Et finalement, dans l'optique de l'année 2019, vous saviez que nous fêtons cette année le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci en France, nous avons décidé de mener pour la première fois des recherches extensives et scientifiques d'analyse en laboratoire sur ce carton. Et les résultats ont été beaucoup plus enthousiasmants, stimulants et intéressants qu'on ne l'espérait. Alors je vais vous en livrer une certaine teneur. C'est un peu le but de cette exposition, c'est une sorte d'enquête policière pour expliquer tous les nouveaux résultats. Et puis le deuxième pied de cette exposition, c'est de montrer que ce carton, cette composition inventée par Léonard, j'y reviendrai,
est un peu la matrice de tout un genre pictural qui va se développer ici à Fontainebleau et tout au cours du XVIe siècle avec ces compositions des Dames au bain, et Oriane Beaufils vous expliquera ça avec une grande expertise. Alors voici les deux Jocondes, la Joconde et son pendant érotique comme on le dit parfois. Alors vous le voyez, ça n'est pas le même modèle, ça n'est pas Mona Lisa qui a posé nue pour Léonard. C'est ici un autre modèle qui est assez masculin quand on voit le bras gauche assez musculeux, la poitrine est assez artificielle aussi. Un autre modèle, sans doute imaginaire, recréé. Si vous regardez attentivement le visage, il est très léonardesque, très androgyne. Ces longs visages qui font penser à la Sainte-Anne du Louvre, au Saint-Jean-Baptiste du Louvre. C'est vraiment un physique qu'appréciait Léonard. Donc un modèle sans doute imaginaire, recréé, une sorte de beauté idéale selon Léonard de Vinci, mais qui emprunte la position de la Joconde du Louvre pour sa partie inférieure. Vous voyez que le reste du buste est beaucoup plus de 3/4 par rapport à la Joconde, et que la Joconde nue qui nous regarde fixement, elle aussi a un visage beaucoup plus frontal avec cette coiffure aussi assez particulière. Alors, qu'est-ce que c'est la Joconde nue ? Déjà, ça n'est pas un titre, une titulature qui provient du XVIe siècle. Cette titulature est attestée depuis le XVIIe siècle à partir des copies peintes de la Joconde nue. On sait que Léonard avait créé une Joconde nue. Alors là, on se retire un peu de ce dessin et on pense à l'invention dans finalement la tête et dans l'atelier de Léonard de Vinci. En fait, comment le sait-on ? On sait que Léonard, dans l'inventaire après décès de son disciple, Salaï, parmi les copies de tableaux de Léonard, il était listé una mezza nuda, c'est-à-dire une figure féminine dénudée en buste. On sait aussi, et je vous montrerai par la suite, qu'il y a un petit dessin dans la collection de la Reine d'Angleterre qui montre une première esquisse, une première ébauche, une première idée pour une Joconde nue. C'est un petit buste féminin dénudé de la main de Léonard. Et puis, on sait aussi que, comme souvent dans les grandes créations de la maturité de Léonard de Vinci, les élèves s'en sont inspirés, ont repris cette composition et l'ont réinterprétée. Donc, on savait que Léonard avait créé une Joconde nue. On ne sait pas, par contre, s'il en a peint une. En tout cas, on n'a aucune trace dans les documents et aucune œuvre ne peut être attribuée à Léonard de Vinci, aucune œuvre peinte, je précise. Mais par contre, on avait ce carton à Chantilly qui est peut-être la pièce la plus proche du maître. Donc ce terme de Joconde nue est postérieur, mais vous avez compris pourquoi on lui a posé ce titre. On a ici une invention de Léonard de Vinci qui est postérieure à la Joconde du Louvre, c'est-à-dire après 1503, qui a été créée finalement parallèlement à la Joconde, en reprenant les dispositifs principaux, la dimension, la position, notamment toute la partie inférieure, et finalement la réaction avec le spectateur, une sorte de communication visuelle très efficace, qui plaisait à Léonard et qui a été reprise ici pour une autre composition qui n'est pas le portrait de Mona Lisa Gherardini, mais sans doute ici une sorte d'idée de la beauté idéale entre le masculin et le féminin, qui renvoie non pas à une courtisane érotique, mais à la déesse Vénus. Et vous voyez cette fameuse, ces deux tresses nouées au-dessus du front de la Joconde nue, qui sont tirées de la statuaire antique et notamment du type Vénus capitoline. Alors, les analyses scientifiques, parce que c'est ça la grande nouveauté. Nous avons, grâce au Centre de recherche et de restauration des musées de France, mené toute une batterie d'imagerie pour essayer d'en apprendre davantage sur ce dessin, ce carton. Alors, vous voyez à gauche les images en lumière rasante qui permettent de dire que vous avez deux feuilles superposées, pliées et collées l'une sur l'autre, avec une bande à droite qui est contemporaine, qui provient de la gauche. En fait, le dessinateur avait d'abord tracé sa figure et s'était rendu compte qu'elle n'était pas tout à fait au centre de la feuille. Donc, il a coupé une bande à gauche pour la coller à droite. Et par contre, la bande tout en haut n'est pas postérieure. Elle a été apposée pour calmer les déchirures qui étaient survenues.
On reviendra ensuite sur la datation du papier parce que c'est un élément assez important. À droite, vous avez ici les images composites en fausse couleur qui permettent de voir avec l'action des rayons que tout le badigeon un peu gouacheux à l'arrière-plan n'est pas contemporain. Alors ça nous arrange bien parce qu'il y avait des hachures sur ce badigeon et qui étaient des hachures de droitier. Et vous savez que Léonard de Vinci ne trace ses hachures que de la main gauche. En fait, tout ce badigeon a été apposé a posteriori parce que ce dessin, ce carton, avait subi l'humidité. Donc il y avait des traces un peu partout on a essayé de les camoufler avec un badigeon au cours du XVIIe ou XVIIIe siècle. Donc tout ça n'est pas contemporain. Par contre, le reste de la composition est original. Elle est tracée à l'aide du charbon de bois, le carboncino, qui est le matériau habituel pour tracer des cartons à la Renaissance. Et vous avez pour la représentation de la lumière du blanc de plomb. Alors, si on revient sur le papier, nous avons pu le dater grâce à, évidemment, l'étude et l'analyse des filigranes, c'est-à-dire des marques de fabrique qui sont présentes à l'intérieur du papier. Vous avez ici les 2 encres de marine inscrites dans des cercles, en haut et en bas de la feuille, qui permettent, grâce au répertoire qui existe, de dater ce papier, qui est un papier italien, qui est contemporain de Léonard de Vinci. Et j'ai même trouvé, il y a 3 semaines, dans les collections de la Reine d'Angleterre, un dessin de Raphaël de 1517, ce qui est très intéressant, avec le même filigrane. En fait, on pense, avec Vincent de Lieuvin, qui est l'un des commissaires de cette exposition et qui est le conservateur en charge des Léonard au Louvre, on pense que cette invention de Léonard de Vinci a été créée lorsque Léonard était à Rome, entre 1513 et 1516. Pourquoi on pense ça? C'est assez simple. Déjà, il est entouré de l'Antiquité romaine à Rome, et cette Antiquité gréco-romaine qui est très importante pour cette composition. Et puis surtout, c'est à ce moment-là que Raphaël s'en inspire de cette composition pour créer sa Fornarina. C'est finalement la première fille de la Joconde nue, c'est la Fornarina de Raphaël. Alors, ensuite, nous sommes entrés un peu dans le dessin pour essayer d'entrer dans cette matière et d'en apprendre davantage. Déjà, vous avez 2 parties qui sont assez fabuleuses, c'est à la fois le visage et les mains. Et ces 2 parties sont... grâce à toutes ces photographies en réflectographie infrarouge, on permet de voir finalement toute la subtilité du dessin qu'on a un peu perdu parce que ce dessin tracé au charbon de bois a été effacé dans ses traits les plus superficiels. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que vous avez une sorte de sfumato sur cette joue, donc les passages à l'estompe, d'ombre à la lumière, assez formidables. Vous avez ce sourire énigmatique, évidemment, qui est tout à fait bien tracé. Et vous avez aussi sur ces joues, sur le bras, sur l'épaule, on a trouvé des hachures de gaucher. Et vous savez que Léonard de Vinci était gaucher. Évidemment, ça n'est pas le seul artiste dans l'atelier de Léonard à être gaucher. Il y a aussi Francesco Melzi, mais c'est un élément tout à fait important. Alors voici les mains, cet autre tour de force, où vous avez des repentirs, c'est-à-dire des modifications de tracés, des modifications de composition, c'est-à-dire que vous avez un artiste qui a travaillé et qui a hésité, qui a modifié son parti en cours d'exécution. Vous avez notamment l'index, vous avez un index qui était plus court et qui a été rallongé. Je ne sais pas si vous le voyez ça à l'écran, mais c'est assez, sur le dessin vous le verrez, c'est assez évident. Il y a plusieurs repentirs à plusieurs endroits, ce qui permet de nous dire que ce dessin, ce carton, n'est pas une copie servile, mais c'est une œuvre de création. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces repentirs sont les mêmes sur les doigts que ceux de la Joconde du Louvre. C'est-à-dire que vous avez 2 compositions tracées vraisemblablement, même très certainement, dans l'atelier de Léonard de Vinci, qui évoluent en même moment. Vous savez que la Joconde a passé 15 ans dans l'atelier de Léonard, de 1503 à 1518, date à laquelle elle a été vendue à François Ier. Et la Joconde nue, finalement, a passé quelques années dans l'atelier de Léonard. Et quand la Joconde a été modifiée, on a aussi modifié un peu la Joconde nue. Donc vraiment 2 compositions qui évoluent en parallèle. Alors, ce qui est important aussi de savoir, c'est l'usage de ce dessin. Ce n'est pas un dessin préparatoire lambda, c'est un carton préparatoire. C'est-à-dire que c'est un dessin qui est piqué sur ses contours. Vous avez des milliers de petits trous d'aiguilles
qui permettait de reporter la composition sur soit un carton intermédiaire, soit un panneau qu'on mettait en dessous. C'est-à-dire que, je m'explique, vous avez ces milliers de petits trous et ensuite vous faites passer de la poudre de carbone à travers ces petits trous qui permettent de reporter la composition, les tracés principaux, sur le panneau qu'on met en dessous. C'est une technique habituelle pour la réalisation des tableaux dans la Renaissance italienne, mais ici, c'est ce qu'on a isolé ici avec le CDERMF. Vous avez ces milliers de petits points qui permettent vraiment de retrouver la composition initiale, celle qui a été utilisée notamment par les élèves. Ce qui était aussi intéressant de voir, c'est qu'on a retrouvé de la poudre de carbone dans ces petits trous. C'est-à-dire que le carton a bel et bien été utilisé. Et puis, si on reporte ces points de piquage sur des tableaux existants, déjà on peut voir par rapport à la Joconde du Louvre que, hormis les dimensions principales, vous avez vraiment la partie inférieure qui est quasiment superposable, tandis que le buste est différent, comme je l'ai dit, beaucoup moins frontal. Et puis, nous avons comparé cette composition avec les tableaux peints connus de la Joconde dite nue. Et notamment celui que vous voyez à l'écran, qui est conservé au Museo Ideale Leonardo da Vinci dans la ville de Vinci, en Toscane, qui est dans une collection particulière. Et en fait, on a analysé ce tableau à Florence l'été dernier. Ce tableau a été réalisé à partir du carton de Chantilly. Ce tableau n'est pas de Léonard de Vinci. Sans doute, il est l'œuvre de son atelier, mais il s'est basé sur le carton de Chantilly. Et puis, cet autre tableau, qui est la Joconde nue de l'Ermitage, qui a été restauré depuis cette photographie et qui est présent lui aussi à Chantilly jusqu'au 6 octobre, a aussi été tracé, peint d'après le carton de Chantilly. Donc vous avez ici 2 tableaux au moins, dus à l'atelier de Léonard, qui s'inspirent finalement d'une matrice donnée par l'artiste, par l'artiste, je vais trop vite. Alors, justement, quel artiste ? Vous avez ici une sorte de faisceau d'indices. Donc, si je résume, vous avez une œuvre de création qui n'est pas une copie servile, une œuvre qui est contemporaine de Léonard et de son atelier, une œuvre qui est due à un artiste gaucher, un artiste qui prend des risques, qui maîtrise bien son art, une œuvre qui a été une source d'inspiration, même la matrice d'un certain nombre de tableaux dus à l'atelier de Léonard de Vinci. Tous ces faisceaux d'indices permettent de nous permettent de dire qu'on est ici dans l'atelier de Léonard et que très vraisemblablement, mais le dessin est trop abîmé pour aller au-delà, Léonard lui-même a tracé ce carton. Alors, on garde une nuance, je vous le disais, parce que ce carton a été abîmé, il a perdu ses traits superficiels les plus évidents, mais on y est presque, si je puis m'exprimer ainsi. Alors c'est vrai qu'il faut aussi comparer ce qui est comparable. Il faut comparer les cartons entre eux. Si on les compare par exemple avec le carton dit de la Sainte-Anne, qui est à la National Gallery de Londres, qui est attribué en plein à Léonard, et personne n'a rien à redire à cela. Le carton de la National Gallery de Londres est beaucoup plus abîmé, beaucoup plus faible que le carton de Chantilly. Celui d'Isabelle d'Este au Louvre, lui, est parfois d'une qualité, beaucoup mieux préservée, mais a aussi beaucoup de faiblesses et même a aussi subi les affres du temps. Donc on est vraiment dans des œuvres très fragiles qui ont été utilisées parfois pendant des décennies, mais qui sont ici qui constituaient les trésors des ateliers. C'était les matrices qui ont été utilisées, réutilisées et qui étaient l'œuvre des maîtres. Donc c'est une grande pour nous, et dans le superbe catalogue que les éditions In Fine nous ont préparé, et avec Marc-Alexis Baran, on pourra en vendre un certain nombre après cette conférence si vous êtes intéressés, à un prix très modique. Dans ce catalogue, vous verrez que on a essayé d'explorer toutes ces pistes et vraiment d'aller au bout du raisonnement en gardant évidemment des nuances, parce que là aussi il faut que l'histoire de l'art continue. L'exposition à Chantilly avec la réunion de toutes ces Jocondes nues est aussi l'occasion de confronter toutes ces œuvres et soit de contredire, soit de conforter toutes nos analyses, voire nos hypothèses. Alors, ensuite,
l'exposition et justement en quoi cette matrice et cette composition est si importante. Elle est non seulement importante parce que c'est, vous l'avez vu éventuellement, un nouveau Léonard de Vinci dans la collection publique française, mais c'est surtout, et ça il faut peut-être le rappeler, c'est peut-être moins connu, cette composition est la matrice de tout un genre pictural assez prolifique qui va se déployer dans l'Italie et la France de la Renaissance. Alors c'est un peu l'objet de cette diapositive. Vous voyez un peu une sorte de kaléidoscope de ces versions où différentes générations de peintres italiens vont reprendre soit directement le carton de Chantilly, soit cette composition pour créer ces sortes de portraits, parce qu'on est entre le portrait et l'allégorie, entre le portrait d'une beauté et finalement la représentation d'une divinité. C'est une composition très originale. Vous avez... on est quasiment comme devant le portrait de la Joconde, avec cet arrière-plan de nature, avec très peu d'attributs, mis à part ses tresses, et une relation directe avec le spectateur. Donc c'est très original comme composition, et ça a été très, très copié, très regardé. Donc on retrouve ici, suite à la Joconde nue de Chantilly, les deux tableaux d'Italie et de Russie créés dans l'atelier de Léonard. Et puis vous avez un certain nombre de compositions. Donc vous avez Monsieur Berlusconi qui a une Joconde nue. Vous avez ensuite plusieurs compositions de Joconde nue en collection privée, de Lord Spencer, etc., qui sont à Chantilly, qui permettent de voir qu'on l'a interprété de différentes manières, et notamment on l'a interprété comme non plus seulement une idée de la beauté idéale qui renvoie à l'antique, à une Vénus nue, mais aussi à la déesse du printemps, Flore. Donc plutôt une idée de fécondité, etc. Et donc ça c'est intéressant pour ce qui nous concernera ensuite. Cette invention de la Joconde nue ne venait pas de nulle part. Et là aussi, c'est cette année Léonard de Vinci, avec toutes les expositions, les publications qui sortent, permet de revenir là-dessus. Évidemment, Léonard est un génie, mais ce génie n'est pas immanent. Il vient de quelque part. Et c'est aussi l'occasion, l'exposition, le catalogue et toutes les recherches que nous menons, l'occasion de dire que cette composition ne provient pas nulle part. Elle est la fille des recherches qui sont en germe dans la Florence de la deuxième moitié du Quattrocento, la Florence très savante des Médicis, néoplatonicienne, la Florence de Botticelli, de l'Académie de Pic de la Mirandole, de Marcille Fissin, où vous allez avoir ces poètes, ces philosophes, ces peintres qui vont créer de nouveaux genres picturaux, de nouveaux genres littéraires aussi, en essayant de faire mieux que l'Antiquité en quelque sorte. Et notamment vont créer ce genre à la fois pictural et même littéraire de la belladonna, de la beauté idéale, qui s'inspire de beauté existante, mais vont s'en détacher pour la ramener vers quelque chose de plus universel. Et c'est le cas notamment ici de Botticelli et puis même de Piero di Cosimo, qui vont tous les deux s'inspirer d'une beauté florentine existante qui s'appelait Simonetta Vespucci, qui était un peu l'égérie de l'époque, fruit des amours platoniques de Julien de Médicis, qui est mort de phtisie en 1476, très précocement, et qui a donné lieu à toute une production littéraire, picturale, parce qu'on on l'a quasiment divinisé, cette Simonetta. Et dans ces cas ici de ce superbe portrait, plus qu'un portrait, cette superbe icône du musée Condé à Chantilly, où vous avez cette Simonetta revêtant à la fois toute sa nudité, mais aussi cette coiffure très antiquisante qui renvoie un peu à celle de Léonard. On est ici vers 1480, donc quasiment 30 ans avant l'invention de Léonard. Et Simonetta, avec ce profil à l'antique, marmoréen, regarde un paysage de mort, c'est un portrait posthume, et elle arbore ce collier entouré d'un serpent qui a fait couler beaucoup d'encre. Vasari, vous voyez ici le serpent de Cléopâtre, c'est peut-être plutôt le cycle de la vie et la mort par lequel il faut passer pour accéder à la beauté et au divin. Botticelli va s'en inspirer aussi. Alors ce ne sont pas des portraits ressemblants qui s'inspirent des traits réalistes de Simonetta, c'est le type physique idéal de cette Simonetta qui est tiré vers une peinture très savante, antiquisante, et notamment ici ce geste qui renvoie à la Vierge qui asperge le Christ de son lait. En fait, ici est un geste
qu'on retrouvait sur les camées, les miroirs, etc. de la collection des Médicis, où vous aviez une bacchante qui presse son sein. Ainsi, c'est un peu la muse inspiratrice du poète et de l'artiste. La troisième icône qui est présente à Chantilly pour expliquer ce genre pictural, c'est cette superbe dame nue qui vient du Städel Museum de Francfort, qui était dite de Lucrezia Borgia, portrait de Lucrezia Borgia, donc vous savez la fille d'Alexandre VI Borgia, réputée pour ses mœurs dissolues. Et en fait, c'est intéressant, et là, Oriane vous en parlera, toutes ces dames ont été affublées d'identité, même très précocement, parce qu'on était gênés. On était gênés au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, même au XXe siècle, par leur nudité et par le fait que, finalement, elles n'étaient pas très chastes et que c'était sans doute des maîtresses, des courtisanes, des princesses sulfureuses de la Renaissance. Et en fait, ici, et ça va être le cas des dames au bain, ici, cette dame est elle aussi anonyme, c'est une beauté idéale, c'est l'œuvre de Bartolomeo Veneto, un peintre tout à fait atypique qui navigue entre Lombardie et Vénétie. Et vous avez ici une beauté idéal qui montre son sein, mais un peu à la manière d'un Giorgione et d'un Titien, pour montrer en fait sa chasteté et non pas son manque de vertu. Et ici, une peinture encore une fois très savante entre l'antique avec cette toge, avec cette couronne de myrte qui renvoie à Vénus, mais aussi des signes chrétiens, le pendentif en forme de croix et l'anémone qui renvoie à la crucifixion. Alors, voilà, la Joconde nue, sa grande originalité, c'est qu'il y a très peu d'attributs, contrairement à toutes ses aïeules, en quelque sorte, ses grands-mères. Ici, cette Joconde nue a très peu d'attributs, et c'est un peu aussi le génie de Léonard, et c'est pour ça qu'il nous parle tant, c'est que ses compositions laissent ouvert le champ des possibles. Et donc, les interprétations sont diverses depuis le XVIe siècle, et les suiveurs, même lointains de Léonard, ont interprété cette Joconde nue comme ils le pouvaient, comme ils le voulaient. Donc, peut-être le premier siècle est beaucoup plus fidèle, comme ces deux tableaux qu'on a vus, mais pour celles qui suivent, on en a parlé, on l'a interprété comme la déesse du printemps, etc. Et puis, c'est le cas du dernier tableau, vous avez Jos van Cleve, vers 1532, qui s'inspire de cette composition. Et ça, c'est le début de cette autre histoire sur laquelle va revenir Oriane, c'est la digestion et l'interprétation de la composition de la Joconde nue dans la France de la Renaissance. En fait, très vraisemblablement, il y avait une Joconde nue peinte en France au XVIe siècle. Sans doute dans les collections royales, même si les inventaires sont très imprécis, on ne connaît pas vraiment bien la collection de François Ier, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Jos van Cleve, artiste anversois appelé en France en 1532 pour représenter le roi, va s'inspirer de la Joconde nue, cette composition de Léonard, pour créer cette Joconde nue qui est toute en bas à droite, et va l'interpréter comme un portrait de courtisane. Elle n'aura plus du tout les deux tresses nouées au-dessus du front, elle aura les cheveux libres, elle sera affublée de bijoux, elle aura une fourrure pour souligner sa nudité. Donc on entre dans une autre histoire, quelque chose de plus sensuel, qui est finalement un peu le jalon d'un nouveau genre pictural, qui est celui des dames au bain, dames à la toilette, on y reviendra. Et peut-être que je finis très rapidement là-dessus. 40 ans plus tard, en 1571, vous avez un autre artiste proche du roi et de la cour qui s'appelle François Clouet, portraitiste du roi, et de la reine Catherine de Médicis, qui va créer cette autre icône, la Dame au bain de Washington, qui est en ce moment à admirer. C'est la première fois depuis 1904 qu'on peut l'admirer en France, donc c'est un événement. Et c'est un jalon essentiel et qui fait le lien entre Chantilly et Fontainebleau, entre la Joconde nue et les Dames au bain, parce que cette Dame au bain, qui s'inspire notamment de la Joconde nue, dans sa frontalité, cette composition en buste, dénudée,
qui a été interprété là aussi. On a voulu y voir Diane de Poitiers, on a voulu y voir Gabrielle d'Estrées, donc toutes ces grandes maîtresses royales du XVIe siècle. On a aussi voulu y voir Marie Stuart dans un article complètement alambiqué où on essayait de voir ici la reine d'Angleterre, enfin la princesse écossaise complètement sulfureuse, dépeinte peut-être ici par un peintre protestant, où vous auriez son fils, le futur Jacques Ier, qui est d'abord à l'état de nourrisson, puis en bambin, sans parents du royaume d'Angleterre. Et puis on a interprété tous les signes, la licorne sur l'écran de cheminée, même les lanières des langes du nourrisson, comme des signes héraldiques de Marie Stuart. En fait, il n'en est rien. C'est ni Marie Stuart, ni Gabrielle d'Estrées, ni Diane de Poitiers. C'est une beauté idéale qui, ici, est tirée vers la scène de genre, parce que François Clouet, évidemment, digère tout cela avec sa propre culture franco-flamande, et une scène d'accoucher et de bain, et Oriane reviendra sur tout cela. Et cette composition, qui dérive indirectement de la Joconde nue, va donner lieu à tout un genre pictural, des dames au bain, une ou plusieurs, des Sabina Popea, etc. Mais je laisse la parole à Oriane qui va parler de tout cela. Merci Mathieu. Alors avant de parler de la digestion de la Joconde nue, je vais d'abord parler probablement de son apéritif et de la genèse de cette femme dénudée au bain, notamment dans l'imaginaire bellifontain. S'il y a une fille ou une sœur de la Joconde nue, c'est sans doute la nymphe de Fontainebleau. Donc vous connaissez tous le château dans lequel vous êtes aujourd'hui et l'importance des corps féminins dénudés dans les décors de Fontainebleau. Ils ont été extrêmement importants. Ça a été un répertoire très fort, une source d'inspiration très forte pour la production de beauté nue à la Renaissance. Et la première d'entre elles, c'est sans doute la nymphe de Fontainebleau, origine légendaire du site, puisque c'est la fontaine Belle-Eau que vous voyez ici sur cette gravure d'après une fresque de Rousseau. Donc cette fontaine, cette source de l'eau de Fontainebleau, représentée sous la forme d'une femme. Cette nymphe de Fontainebleau qu'on retrouve sculptée par Benvenuto Cellini lors de son second voyage à la cour de France. François Ier lui demande de sculpter une nymphe de Fontainebleau pour la mettre au-dessus de la porte dorée, la grande entrée royale du château, celle sous laquelle vous passez pour aller au Salon du Livre et dans la cour ovale. C'était la vraie entrée royale. Donc, regardez bien et faites attention quand vous y passez, c'est un lieu chargé de sens et d'histoire pour nous. Donc cette nymphe de Fontainebleau est la première de ces dames, pas encore au bain mais à l'eau en tout cas, de l'imaginaire bellifontain. Ces femmes, vous les retrouvez, alors Mathieu explique merveilleusement dans le premier essai du catalogue le regard qui change sur la nudité féminine au XVIe siècle. Alors ça rechange vite, parce que Marie Lesinska va faire mettre des petits paréos aux beautés de la chambre de la duchesse d'Étampes. Mais un renouveau du regard sur la nudité, parce qu'on réinterprète des textes de Lactance, de Plotin, parce qu'il y aura effectivement Marcille Ficin, Pic de la Mirandole. Et ce thème que l'on voit dans la chambre de la duchesse d'Étampes d'appel peignant Campaspe, en tombant éperdument amoureux en la peignant, et Alexandre le Grand, hésitant entre l'amour et l'art, finit par lui donner sa maîtresse, et vous la voyez quelque peu rétive à changer d'amant. Ce thème de la femme dénudée est extrêmement important. La femme dénudée se retrouve dans un intérieur aristocratique. Il faut se souvenir que François Ier avait une copie, une version de la Vénus d'Urbain de Titien, peinte juste 2 ans avant la réalisation de la Danaé par Primatis dans la galerie François Ier. Et là, vous voyez cette Danaé. Alors, effectivement, ce n'est pas un portrait, ce n'est ni la duchesse d'Étampes, ni Éléonore, c'est Danaé, fécondée par Jupiter sous la forme d'une pluie d'or, mais représentée comme une merveilleuse courtisane ou femme dans un intérieur aristocratique du XVIe siècle. Vous voyez la coiffure raffinée, la pyramide de coussins à magnifique passementerie que l'on voit sur laquelle elle s'accoude. Bref, c'est une vraie femme sous les traits d'un personnage allégorique. Alors je ne pouvais pas ne pas mettre le dessin préparatoire à cette fresque qui est conservé au musée Condé et qui montre là encore les liens très forts qui unissent nos 2 châteaux. Du reste, Anne de Montmorency et François Ier furent très proches. La première dame au bain, la Vénus dite frustrée de la galerie François Ier.
Donc vous voyez ici cette femme qui nous évoque par sa coiffure, par son teint marmoréen, par ses gestes, ce Quattrocento raffiné italien et ces femmes de la Renaissance florentine. Il faut se souvenir que quand Rosso vient au château de Fontainebleau et travaille pour François Ier, eh bien, il y a toute une réflexion que l'on voit à l'œuvre dans la galerie sur les modèles florentins qu'il a connus. On voit à certains corps masculins des résurgences de Donatello. On voit vraiment le souvenir de toute une Florence qu'il a quittée et c'est comme un retour assez émouvant sur toute son expérience visuelle, si je puis dire, que l'on voit à l'œuvre à Fontainebleau. Et cette Vénus frustrée qui descend donc dans un bassin, vous la voyez, juste un très léger voile transparent, une coiffure assez sophistiquée, ces sortes de chignons bananes avec bandeau, qui descend donc dans le bain et qui tente de réveiller un amour endormi pour empêcher Mars de partir à la guerre. Et ce bassin, ce bain, il ne peut qu'évoquer un ensemble décoratif absolument fondamental de l'histoire de la Renaissance, c'est l'appartement des bains du château de Fontainebleau, et ça tombe bien, vous êtes juste à côté. Alors, les appartements des bains, il y en a eu dans beaucoup de châteaux de la Renaissance, y compris à Chantilly. Il y avait un pavillon d'étuves et de baigneries, mais un décor aussi extraordinaire que celui qui est conçu à Fontainebleau dans 7 pièces. Imaginez, c'est quand même un appartement de grande taille, 7 pièces pour les bains, décoré de peintures à fresques, entouré de stucs, mais décoré aussi d'une grande collection de peintures, parmi lesquelles se trouve, je vous le donne en mille, probablement la Joconde. Alors l'origine du thème du bain à Fontainebleau, il dérive sans doute bien sûr du rôle de l'eau dans l'imaginaire du château. Vous avez vu la Vénus frustrée. Le songe de Polyphile va populariser l'image du bain de Mars et Vénus que vous voyez ici représenté dans la salle de Psyché du Palazzo du Thé à Mantoue, peint par Giulio Romano. Palazzo du Thé dans lequel Primatis travaillera avant de venir à Fontainebleau. Et voilà donc la structure, c'est un peu austère après toutes ces beautés présentées par Mathieu, de l'appartement des bains. Donc cet appartement des bains comportait 7 pièces. Il se trouvait, pour vous situer, en dessous de la galerie François Ier. On a d'ailleurs un témoignage de l'ambassadeur d'Angleterre, John Wallop, qui, après avoir traversé la galerie, descend un petit escalier, se retrouve dans l'appartement des bains et trouve la duchesse d'Étampes et l'une de ses compagnes à demi nues dans des lits de repos, et à la remarque perfide, enfin vous connaissez les Anglais, que ces femmes ont l'air d'être bien plus souvent dans l'appartement des bains qu'auprès de leur mari. Bon, soit. La structure de cet appartement des bains, donc 7 pièces, on descendait, bon, je vais jamais réussir à vous le montrer là, mais le petit escalier en vis. Là, on entrait dans les 4 premières pièces qui étaient plutôt des pièces de repos avec des lits et un décor surtout de peinture de chevalet qui étaient encadrés dans des stucs réalisés par Primatis, des stucs sans doute comparables à ce que l'on peut voir dans les autres décors du château, la galerie François Ier, etc. Alors on ne sait pas exactement quelle œuvre était où, parce que tout ça repose sur les témoignages plus tardifs du Perdan, de Cassiano del Pozzo, mais on a assez peu de doutes sur le fait que la Grande Charité d'Andrea del Sarto se trouvait là, que le Saint Jean-Baptiste / Bacchus était là, un grand portrait dit de Gaston de Foix, et il y a quand même de fortes chances de penser qu'une grande majorité de la collection de peintures de François Ier se trouvait là, dont évidemment la Joconde. Dans les pièces suivantes, donc vous avez ces 4 pièces de repos, vous arrivez dans la 5e pièce, qui est intitulée 3 ici, je n'ai pas trouvé d'autre schéma, qui était les bains froids. Donc vous voyez au centre représenter ce grand bassin à emmarchement dans lequel on pouvait se baigner. Et c'est probablement dans cette pièce que se trouvaient les magnifiques décors de Primatis représentant l'histoire de Jupiter et Callisto. Et lorsqu'il représente cette histoire, Primatis met vraiment l'accent de manière très forte sur les scènes aquatiques, sur les scènes de bain. Et vous voyez ici Diane avec son croissant sur la tête, accompagnée de ses nymphes et dévoilant, c'est un moment assez dramatique en réalité, la grossesse de Callisto, qui a été donc un peu, abusée de Jupiter, abusée par Jupiter, et donc la nymphe si chaste et la compagne la plus proche de Diane est ainsi offensée. Dans la pièce suivante, donc celle qui est, où vous voyez écrit 2, et bien là, c'était très probablement un bain chaud avec de l'eau chaude, et vous voyez ici Vénus entrant dans le bain pour rejoindre Mars. Là encore, cette iconographie, elle vient du songe de Polyphile, et sur le côté, des petits amours qui gardent les armes de Mars. Donc là encore, un thème tout à fait approprié
Dans les bains froids, vous avez les bains de Diane et ses nymphes, c'est un grand bassin. Dans les bains chauds, vous avez Vénus rejoignant Mars. Et puis, dans la dernière pièce, donc je fais tout ça dans le sens, qui était en fait d'une certaine manière le sauna, c'est l'étuve sèche, vous avez une représentation de l'histoire de Diane avec ce dessin absolument somptueux sur lequel on voit Diane et ses nymphes toujours au bain au moment où Actéon va être transformé en cerf, iconographie qui là aussi vient, si je puis dire, vient de loin, Parme, près, mais qui vient de la Stufetta de la petite rocca de Fontanellato où le Parmigianino avait réalisé un décor sur le même thème. Donc, cet appartement des bains de Fontainebleau, il faut vous imaginer donc, que la grande collection de peintures de François Ier y est conservée, que Primatis et ses assistants vont exécuter un formidable décor sur le thème de la femme au bain, de la femme dénudée, de la sensualité, qu'il y a ces pièces de bain, de toilette, qui permettent de prendre soin du corps, et le soin du corps va de pair avec le soin de l'esprit. Topographiquement, vous êtes dans une forme d'élévation, les bains et le corps en bas, juste au-dessus, la galerie François Ier, prodige du mélange des arts, architecture, peinture, sculpture, et puis au-dessus, probablement, la bibliothèque de François Ier. Donc on est parfaitement dans le convito de Marcille Ficin, on est parfaitement dans le néoplatonisme, dans l'élévation vers la beauté unique, parfaite, idéale, qui passe d'abord par l'appréciation du beau corps pour s'élever vers l'esprit. Donc ces bains de Fontainebleau, où on pouvait certes prendre son bain, mais aussi se reposer et contempler de la peinture, montrent bien le lien entre la création artistique et la beauté féminine nue. Sur ce tableau qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Rouen, de François Clouet, donc, quelques décennies après Fontainebleau, vous retrouvez ce bain de Diane et vous retrouvez aussi ces petits gestes, ces petites mains effilées, cette délicatesse de la main Bellifontaine sur ces nymphes, quand on a l'impression de voir d'une certaine manière là, une des cariatides de la chambre de la Duchesse d'Étampes, quand on voit cette femme de demi-profil tenant ce tissu. Il y a vraiment tout l'imaginaire bellifontain de la femme au bain, de la nymphe de Fontainebleau, petite sœur donc de la Joconde nue, que l'on retrouve dans un tableau comme celui-ci. Alors, bien sûr, le jalon suivant, Mathieu vous l'a dit, c'est cette extraordinaire Dame au bain de François Clouet. François Clouet, c'est un peintre, c'est le fils de Jean Clouet, c'est un portraitiste important à la cour, et il a une culture qui est elle aussi pétrie du monde de Fontainebleau. Là encore, il faut vous souvenir que la collection de François Ier, on pourrait demander la Joconde en dépôt au Louvre, finalement. C'était ici à l'origine, donc c'était un lieu très important pour les artistes, le château de Fontainebleau. Donc François Clouet connaissait l'imaginaire bellifontain. Par ailleurs, il a très probablement été en relation avec des artistes comme Niccolò dell'Abate, qui travaillait à Paris pour Anne de Montmorency, qui travaillait à Paris à l'Hôtel du Fort. Il a des compositions de femmes dénudées, mais voilées en même temps. C'est vraiment quelque chose qui était très très fort chez les artistes de l'époque, issus de l'école de Fontainebleau, qui travaillait sur le chantier de Fontainebleau, mais qui faisait aussi d'autres choses à Paris. Et donc, tous ces peintres se côtoyaient. Donc, cette dame au bain, ce jalon, il est à la fois, il dérive parfaitement de la Joconde nue, comme vous l'a montré Mathieu, et c'est aussi sans doute une évocation de ce thème de la femme au bain Bellifontaine. Il évoque aussi bien la Vénus dans un intérieur aristocratique de la Vénus d'Urbain que la chair marmoréenne avec ses seins vraiment qu'on croirait une sorte de chair de marbre. C'est absolument extraordinaire. Ça évoque presque cette allégorie formidable de l'amour de Bronzino, qui a peut-être appartenu à François Ier et qui a peut-être été à Fontainebleau, mais qui, en tout état de cause, est aujourd'hui à la National Gallery. Enfin, ça évoque vraiment toutes ces créations féminines de tout le XVe siècle et la première moitié du XVIe siècle, notamment à Florence. On retrouve, donc, comme vous le montrez Mathieu, la postérité de cette figure de la Dame au bain, et dans cette figure cantilienne de la Dame au bain, eh bien, Fontainebleau n'est jamais bien loin, puisque vous remarquerez que sur la cheminée, au fond de ce tableau, le décor est profondément bellifontain. On retrouve ces petits croissants de lune grimaçants, ces poutis qui tiennent des écus, ces sphinges qu'on croirait vraiment issus de la pensée même de Primatis et de la chambre d'Éléonore, seconde femme de François Ier, à Fontainebleau, que vous pouvez traverser encore aujourd'hui. C'est dire, la Dame au bain, elle s'inscrit dans un contexte qui reste bellifontain. Alors les bains de Fontainebleau s'associent immédiatement bien sûr à François Ier, mais ils seront utilisés
et même remaniées. Par la suite, le roi Henri IV, premier apôtre de la conservation préventive, va remanier profondément les bains. Alors, les premiers travaux dans la cour de la Fontaine se mènent autour de 1600, et en 1600, il va tenir une sorte de concours d'éloquence entre un calviniste converti et un protestant à Fontainebleau, dans l'appartement des bains, et il fait restaurer l'appartement des bains. Alors, pour les faire restaurer, je vous disais apôtre de la conservation préventive, il fait décrocher les originaux d'Andrea del Sarto, Léonard, etc., pour les faire mettre dans le cabinet de peinture. Mais on ne va pas laisser les murs nus, donc il fait faire des copies par des artistes comme Jos Voltigean, comme Ambroise Dubois, qui sera un grand représentant de la seconde école de Fontainebleau. Donc un certain nombre d'artistes qui vont copier ces chefs-d'œuvre de la première Renaissance, ces Joconde de Léonard, Vice-Reine de Naples de Raphaël, etc. Donc tout ça dans l'appartement des bains. Donc, ce sont des artistes qui vont évoluer, ces artistes du dernier tiers du XVIe siècle, sont des artistes qui vont évoluer, là encore, dans ce contexte des bains Bellifontins. C'est donc finalement pas très étonnant de voir le thème de la Dame au bain ressurgir de manière aussi forte autour de 1595-1600, puisque l'appartement des bains de Fontainebleau prend une sorte de cure de jouvence. D'ailleurs, Henri IV va faire, lorsqu'il fait mettre les copies des tableaux dans les bains, il va les remettre dans les mêmes cadres de stuc, mais il va juste faire ajouter son chiffre, une petite signature royale, et donc il se les réapproprie lui-même. Donc la première des compositions d'Dame au bain connues, c'est celle que vous connaissez, celle du musée du Louvre, que l'on identifie donc à Gabrielle d'Estrées et sa sœur, la duchesse de Villars. Donc comme Mathieu vous le disait, identifier ces portraits, c'est vraiment quelque chose qui a ça fait depuis toujours qu'on cherche à faire cela, Simonetta, toutes les maîtresses. Et puis, Fontainebleau a aidé dans la création de cette confusion, puisqu'on se souvient de Calcagnini, l'ambassadeur de Ferrare, se promenant avec François Ier et la duchesse d'Étampes dans la galerie François Ier, où étaient alors exposés les bronzes du primatis, et François Ier faisant à sa chère duchesse d'Étampes un charmant compliment, lui disant que le corps de la Vénus fondu par Primatis était aussi parfaitement formé que l'était le sien. Donc la duchesse d'Étampes, nouvelle Vénus de Cnide. Donc ça aide effectivement à associer les femmes et les maîtresses existantes aux portraits artistiques. Est-ce qu'il s'agit ici de Gabrielle d'Estrées dans un portrait évoquant le mariage de Gabrielle d'Estrées qui allait arriver avec le roi de France et la nativité du dernier, du petit César de Vendôme? Nul ne le sait. En tout cas, cette composition va avoir une très grande postérité. Vous voyez ici une autre version où vous voyez que cette fois-ci, nos dames au bain ont un collier de perles. Troisième version, il y en a plus de collier de perles, mais une de dos. Et la synthèse, eh bien, c'est celle qui est conservée au château de Fontainebleau. Donc vous retrouvez ces deux femmes dans un bain, l'une jouant de ses doigts avec une côtoire de perles autour de son cou, la nourrice qui vient bien sûr du tableau de François Clouet, et l'une des deux femmes de dos, dans la baignoire. Donc ce tableau, ce qu'il est intéressant de rappeler, c'est qu'en fait, il provient de la même collection que les Dames au bain du musée du Louvre. Donc c'est la collection du baron Pichon, un éminent collectionneur bibliophile du XIXe siècle, qui était propriétaire de l'hôtel de Lauzun, qu'il a prêté pour quelques parties de Baudelaire et ses amis. La société des Hachichiens avait son siège à l'hôtel de Lauzun. Et c'était un grand collectionneur, surtout quand même de livres, de médailles, de petits objets. Mais à la fin de sa vie, il a entrepris de réaliser l'inventaire des biens de Gabrielle d'Estrées, une mission qu'il n'a pas accomplie jusqu'au bout. Mais en tout cas, il a essayé de le faire et il a acquis 3 versions des Dames au bain. Alors la première qu'il a acquise, c'est la nôtre. Il l'a acquise entre les années 1850 et 1880. Et première vente de sa collection en 1880, il vend nos Dames au bain. Un peu plus tard, en 1891, il achète chez un marchand à Auxerre les 2 Dames au bain du Louvre pour le prix de 450 francs. Et puis, un peu plus tard, en 1896, il va acheter la 3e version des Dames au bain, qui est aujourd'hui conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon, qui sera vendue comme les Dames au bain du Louvre et celle-ci, donc, en 1897, dans sa vente après décès. Donc en fait, il achète celle de Fontainebleau, il les revend, il achète celle du Louvre.
Quelques années après, il trouve celle de Lyon. Donc les 3 versions n'ont jamais été ensemble dans sa collection, seulement 2 d'entre elles. Et puis une autre version existe, donc Joconde nue, Joconde non nue, Dame au bain nue, Dame au bain non nue. Vous avez ici une version conservée à la Société archéologique de Montpellier. C'est la composition que vous voyez à Fontainebleau et à Lyon, sauf que vous remarquez un détail, eh bien les dames sont habillées. Donc le tableau est également présent et je suis enchantée de voir les Dames au bain du Louvre, celle de Montpellier et celle de Fontainebleau côte à côte à Chantilly. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer. Et c'est très intéressant de voir donc cette version habillée des Dames au bain, dont des analyses menées en 2009 pour l'exposition au musée de Cluny, Le Bain et le Miroir, ont montré que ces peignoirs de gaze n'étaient pas des ajouts pudiques de l'époque de Louis-Philippe, comme ça a été dit. Louis-Philippe n'était pas si pudique que ça, mais bien une composition originale. Un détail, et pas des moindres, sur cette histoire d'identification. Sur le tableau de Fontainebleau, eh bien, il y a des inscriptions. Gabrielle d'Estrées et Julienne Hippolyte d'Estrées, duchesse de Villars, et César, duc de Vendôme. Ces inscriptions ont donc identifié ces dames comme la maîtresse d'Henri IV et sa sœur. Sur le tableau du Louvre, il n'y a pas d'inscription. Il y a des inscriptions sur une autre copie assez ancienne, mais les inscriptions elles-mêmes ne sont probablement pas anciennes. Nous avons aussi mené à Fontainebleau une étude d'imagerie des dames au bain qui a démontré que nos inscriptions sont anciennes. Cependant, là où le bas blesse, c'est que la composition du Louvre est datée avant 1599, vu que Gabrielle d'Estrées meurt et qu'elle était quand même pas très en cours, donc on n'allait pas tellement faire de portrait d'elle postérieur à sa mort, vu son absence de popularité. Cependant, Villars ne devient duché qu'en 1627, donc ça pose une petite incohérence dans l'idée que ce sont des tableaux avant 1600 qui représentent des femmes, qui représentent une duchesse de Villars qui ne peut pas être duchesse de Villars avant 1627. Donc, les autres versions que je vous parlais de la postérité de cette composition des Dames au bain, il y en a une quinzaine, grosso modo, de versions des Dames au bain. Donc, vous voyez une version passée en vente chez Christie's en 2012 et à côté une version qui était conservée dans une collection privée belge où vous voyez les inscriptions sur le rebord de la baignoire et puis les Dames au bain New Look, Montespan isé, n'est-ce pas, vraiment bien 17e siècle avec ses coiffures. Et puis même, vous voyez, le tissu qui drape la baignoire a lui aussi évolué et se sophistique de plus en plus. C'est vous dire vraiment la popularité de ce thème. Donc, nous aussi, nous avons passé au crible nos dames au bain, déjà parce qu'elles étaient très, très abîmées. Elles ont subi un accident très important que vous voyez sous l'épaule de la dame de gauche, on le voit bien. Et vous voyez sur ces clichés aux UV, nous aussi, des repentirs sur les mains et l'importance des accidents sur les dames au bain. Là, à l'infrarouge, là, vous voyez vraiment bien, on ne peut pas tellement la louper, la déchirure sous l'épaule d'une des dames et également certains repeints dont on ignorait s'ils étaient moyennement anciens, très anciens. Là, on voit par exemple que les franges du rideau jaune qui apparaissent sur le tableau de Fontainebleau ont été mises sur le vernis. Ce sont donc des repeints assez récents. Voilà d'autres détails. Et puis donc, la restauration de ce tableau a commencé. C'est une restauration qui a pris plus d'1 an. Et vous voyez donc les différentes étapes. Ici, le nettoyage. Donc, là, il y a beaucoup de vernis oxydé, beaucoup d'irrégularités de vernis. Et puis, voilà, la lente transformation et mise en beauté, dernière toilette finalement, de nos dames au bain. Voilà, donc en fait, je veux à mon tour remercier mon collègue Mathieu Deldic d'avoir accepté de présenter l'exposition Joconde nue ici à Fontainebleau et donc de présenter avec moi ce sujet qui unit véritablement les châteaux de la Renaissance dotés de bains et de belles femmes. Fontainebleau et Chantilly ont eu cette chance et rappeler qu'effectivement la nymphe de Fontainebleau comme la Joconde de Léonard, la Joconde nue de Léonard, eh bien, ce sont 2 modèles de nudité féminine qui dérivent de toute une culture du corps et de la représentation du corps de l'Antiquité revue à la Renaissance et que l'exposition Joconde nue montre bien la pluralité des sources d'inspiration et je suis ravie d'avoir pu présenter cela avec toi.
vous avez des questions. Si quelqu'un a une question, je passerai, je donnerai le micro. Tout cela est à approfondir à Chantilly jusqu'au 6 octobre. Et puis dans le catalogue qui va être en vente dans quelques secondes, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez aussi nous les adresser directement si vous n'osez pas prendre la parole. Merci.